Il est tard. La maison est toute tranquille. Le genre de tranquille qui arrive juste une fois que tout le monde est monté se coucher. Les enfants, les chats, tout le monde dort. C'est dans ces moments-là que je peux penser. J'ai eu un appel cet après-midi. Puis je suis encore en train de traîner cet appel-là. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Un investisseur, un de nos investisseurs, un bon, il est allumé, il est patient. C'est le genre d'investisseur que tu veux avoir comme partner. Il m'a appelé parce qu'il veut mettre plus de capital avec nous. Mais, puis en business, on sait, il y a toujours un mais. Il voulait comprendre pourquoi un des projets qu'on avait fait avait été un échec, on va se le dire. C'est un deal qu'on a fait il y a 5 ans. Puis je sais, la plupart du monde pense que même les meilleurs investisseurs vont tout le temps avoir 100% à l'examen, mais c'est pas vrai. Vous voyez, la thèse était bonne, l'immeuble était bon, c'était au bon endroit, mais le marché a bougé d'une manière que personne sur cet appel-là aurait pu changer ou prédire. Il a tout écouté. Puis, il m'a dit la chose que tout le monde dit. Il m'a dit, ouais, mais Nick, le projet n'a quand même pas marché. Vous êtes trompé. Sais-tu quoi? Il y avait en partie raison. Le deal n'a pas marché. Le projet a été un peu un flop. J'ai fait le chemin de retour du bureau avec ça assis sur mon siège du passager. J'ai repassé la discussion dans ma tête. J'ai pensé aux résultats aujourd'hui, à ce concept-là, à comment on juge un choix par la manière dont il a fini. C'est tellement facile, c'est tellement humain. Tu regardes le résultat, puis tu le laisses te dire si la décision était bonne ou pas. C'est pas mal comme ça que tout le monde fonctionne. Et sais-tu quoi? Je pense que c'est une des habitudes les plus dispendieuses qu'un humain peut avoir. Et c'est probablement la différence entre un grand investisseur et quelqu'un de bien normal. Puis sais-tu quoi? Presque personne sait qu'il y a cette habitude-là. Les gens n'en sont pas conscients. Une sorte de biais, essentiellement. Ça m'a fait penser, vous voyez, j'aime ça lire. Il y a une joueuse de poker, une championne du monde, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Annie Duke. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, vraiment intéressant. Puis elle a donné un nom à ça, à ce que je viens de vous partager. Elle appelle ça le resulting. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais bref. Partir de comment ça a fini ici, pour décider si le choix qu'on avait fait au départ était intelligent, si c'était le bon choix, la bonne décision. Elle a passé des années à des tables où tu pouvais jouer une main parfaite puis perdre. Jouer une main poche puis gagner. Un peu comme la chance du débutant. Si vous avez déjà joué au poker, là, vous savez que ça existe. Si tu laisses les jetons te dire qui a bien joué, tu vas apprendre exactement les mauvaises leçons tous les soirs. C'est ce qui fait que la plupart du monde ne deviennent pas des bons joueurs de poker. C'est comme inné en nous. Alors, voici ce qu'il y a en dessous de ça. Une décision. Puis un résultat. C'est deux affaires différentes. La décision, c'est ce que tu savais, puis ce que tu as choisi au moment où tu l'as choisi. Le résultat, de l'autre côté,
c'est ce qui est arrivé après cette décision-là. Le marché, le monde, whatever. Puis entre les deux, il y a la chance, les probabilités. En anglais, on appelle ça the odds. Puis la chance, appelons ça comme ça, se fout de comment tu as été prudent, puis comment tu as pris la bonne décision ou non. Ça fait que tu as la mauvaise décision, parfois, qui te permet de gagner. Puis le pari imprudent, qui a payé, puis qui a montré à la personne de recommencer, de développer cette mauvaise habitude au niveau de la prise de décision. Puis tu as la bonne décision qui a mené à une perte. Le choix prudent que le marché ou la game a puni quand même si c'était la bonne décision à prendre. La moitié du monde en finance et en immobilier, peut-être même plus, c'est du monde qui prennent le crédit pour le premier, puis s'excusent pour le deuxième. La vraie discipline, comme investisseur, comme dirigeant, comme entrepreneur, toute la discipline, c'est de juger la décision parce que tu savais quand tu l'as prise. Pas par la carte qui est arrivée après, pas par le résultat qui est arrivé après. Ça, c'est la différence entre ceux qui performent longtemps et non. Le plus dur là-dedans, c'est pas la théorie finalement, c'est ton honnêteté. Parce que les deux aveux que personne ne veut faire, c'est d'un côté, j'ai été chanceux. Puis de l'autre côté, j'avais vraiment tort. Ça, c'est tough. Vraiment tough. Parce que, à la fin de la journée, voici ce que le resulting te vole. Laisse un bon résultat te convaincre qu'un pari fou était sage. Puis tu vas le refaire. Plus gros encore la prochaine fois. Puis le monde ne sera pas toujours gentil avec toi. Le marché ne sera pas toujours gentil. Puis souvent, c'est là qu'on voit que des investisseurs explosent ou des entrepreneurs explosent. Laisse un mauvais résultat te dire qu'une bonne décision était mauvaise ou niaiseuse ou imprudente. Puis tu vas hésiter la prochaine fois quand ça va vraiment compter. Tu vas arrêter de faire le bon move. Parce que le dernier bon move que tu as fait mal. C'est pas comme ça qu'on devient un bon investisseur et un bon preneur de décision. C'est un peu drôle parce que moi, j'ai appris ça de la manière dure, bien avant de faire de l'immobilier puis de l'entrepreneuriat, puis bien avant d'avoir lu tous ces livres-là. Dans mon ancienne vie au hockey, j'ai coaché. Puis on avait un match qui s'est rendu en fusillade. Puis là, j'avais un choix à faire. C'est qui j'envoie pour la dernière shot? Il y avait le choix évident, le non. C'est le pic de la foule, c'est notre joueur vedette, le meilleur compteur. Puis il y avait un autre joueur, un kid plus tranquille. Pas autant de bons statistiques durant la saison, durant les matchs, mais les chiffres dans cette situation exacte-là étaient vraiment meilleurs. Il était vraiment meilleur en fusillade. Autant dans les pratiques, autant dans les parties. C'était même pas proche. Fait que j'ai envoyé le kid tranquille. J'ai pas envoyé notre meilleur scoreur. J'ai pas envoyé notre vedette. Sais-tu quoi? Il n'a pas scoré. Il a manqué sa shot. Puis on a perdu la game. L'aréna s'est virée. Pas sur lui, sur moi. Je pouvais le sentir dans les estrades. Pourquoi? Pourquoi il a envoyé ce joueur-là? Puis le kid, il est sorti de la glace, la tête baissée, humilié, en traînant une affaire qui n'était pas à lui de traîner. Puis là,
Ça m'a vraiment pris des années à comprendre. À comprendre toute cette situation-là. Ça m'aide à être un meilleur investisseur aujourd'hui. Le call que j'avais fait, c'était le bon call. Puis je le referais à soir. Mais tu peux pas dire ça après une défaite. Ça sonne comme si c'était un gars ou une personne trop orgueilleuse pour admettre ton erreur. Parce que tout le monde le voit comme une erreur. Ça fait que je suis resté là. J'ai laissé le monde croire que j'avais fait la mauvaise décision. J'ai pas été contre cette énergie-là, puis d'essayer de me justifier. Parce qu'à la fin de la journée, la POC est passée à côté du net, puis dans une game de hockey, dans une fusillade, c'est la POC qui a le dernier mot, dans la mémoire de tout le monde. J'ai retrouvé ce joueur-là, après, dans la chambre, puis on se comprend, là, il ne voulait même pas lever les yeux. Puis j'ai pas dit que le call était bon. J'ai pas dit que le fait que j'ai choisi d'aller, c'était le bon call. C'est pas un cadeau à faire à un kid qui vient de manquer. Ça ne l'aurait pas aidé. Puis moi non plus. Je lui ai dit la seule affaire vraie que je savais à ce moment-là, que je l'enverrais encore. Demain, la même place, la même situation, sans même broncher, sans y penser deux fois, c'est sûr que c'est lui que j'enverrais. Parce que le fait qu'il n'ait pas scoré, là, ça n'a pas changé le calcul. Puis moi, ben, je ne coachais pas le tableau. Je coachais les décisions. Comme je vous dis, il était vraiment de son bord côté fusillade durant la saison. Puis là, maintenant, en immobilier et en investissement, c'est drôle, je pense à ce kid-là plus souvent qu'il ne va jamais le savoir. Peut-être qu'il écoute ceci, puis il va se reconnaître. Parce que la leçon, c'était pas une leçon de hockey. La leçon, c'est que le monde va te tendre le résultat puis te demander de l'appeler la vérité. Puis la plupart du temps, tu vas le faire. Tu vas acquiescer. Tu vas regarder où ta vie a atterri puis décider que c'est un verdict sur chaque choix qui t'a emmené là. Tu vas le faire dans ta vie, tu vas le faire en immobilier, tu vas le faire en entrepreneuriat, tu vas le faire partout. Mais l'atterrissage, le résultat, c'est pas le verdict de ta prise de décision. L'atterrissage, c'est juste l'atterrissage. N'importe qui a une grosse base en statistique comprend ça. Ça fait que voici ce que je te laisse asseoir. La chose dont tu es le plus fier, es-tu sûr et certain que c'était la bonne décision? Ou ça a juste à donner que ça a marché, que tu as eu le bon résultat? Puis la chose qui te fait encore grimacer aujourd'hui quand tu y penses, ça fait mal. Celle que tu appelles ton erreur, ta mauvaise acquisition, ton mauvais refinancement, ton mauvais projet. Es-tu sûr que tu avais tort? Ton mauvais partenariat? Ou tu as juste été malchanceux? Dans une pièce, plein de monde qui a juste appris à compter les jetons. Ça, c'est une vraie réflexion. C'est ce qui va te permettre d'être un meilleur investisseur. Il est tard, là. Puis quelque part, de l'autre bord du sommeil, demain matin, il y a une autre journée. Il va y avoir un autre appel, une autre décision prise avec la moitié de l'information que tu aimerais avoir. C'est ça. C'est ça, investir en immobilier. C'est ça, faire de la business. C'est ça, le deal. Ça a toujours été ça, le deal. Ça a toujours été ça, l'entente.
Tu ne savais juste pas. Tu fais la prochaine bonne affaire que tu peux voir, puis tu laisses les cartes tomber où elles tombent. Puis tu essaies de ne pas mêler les deux. Je suis Nicolas Ray. Merci d'avoir veillé avec moi ce soir.